France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur Radio France Internationale et France 24. En cette semaine où la France est affaiblie et inquiète l'Union européenne elle-même en proie au doute, drones, campagne de désinformation, droits de douane fluctuants, l'incertitude géopolitique et économique se renforce. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Breton. Bonjour. Bonjour. Ancien commissaire européen au marché intérieur dans la commission Ursula von der Leyen I et ancien ministre sous Jacques Chirac des Finances. C'était d'ailleurs presque un record, 2 ans par les temps qui courent en politique française, parce que là on en est à 4 premiers ministres depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes de mai 2024. Le dernier en date aura fort à faire avec une dette record de 115% du PIB. La confiance en la France s'effrite en Europe ? Si vous voulez, d'abord, il y a 2 choses à voir. La France n'a plus de budget. Et on voit du reste que si nous en sommes à 4 premiers ministres en moins d'1 an, c'est précisément parce que cette équation budgétaire, les Français, en tout cas ceux que les Français ont envoyés à l'Assemblée nationale, ne veulent pas voir vraiment l'origine de ce mal français. Je dis bien ce mal français. On faisait référence à l'instant du fait qu'en 2007, lorsque je quitte Bercy, l'endettement de la France, tenez-vous bien, je sais que ce chiffre va faire beaucoup de mal à ceux qui l'entendent, à moi le premier, l'endettement de la France était revenu à 63%. Dans les clous du pacte de stabilité. Celui de l'Allemagne était à 67%. Madame de Camaret, depuis, on a eu les mêmes crises de côté du Rhin. On a eu la même crise des subprimes, la même crise des dettes souveraines, la même crise du Covid. Et alors pourquoi l'Allemagne, elle, qui a eu les mêmes crises que nous, est à 62% aujourd'hui, et la France à 116%? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les questions qu'il faut que nous nous posons. Est-ce que finalement on a l'impression qu'on vit mieux depuis 2007? Est-ce qu'on a l'impression que d'avoir doublé, je dis bien doublé, l'endettement par rapport au PIB, passé de 60 pratiquement à 120? Est-ce que cet argent, c'est-à-dire ces 2200 milliards d'euros, a bénéficié au bien-être des Français? Donc il faut qu'on se pose la question, effectivement, du financement de notre État-providence. Et c'est vraiment le sujet qui inquiète aujourd'hui Bruxelles. D'autant que la Commission européenne va attendre voir notre budget pour relancer la procédure de déficit excessif. Bien entendu, on est au double des 3%, de plafond. Donc est-ce qu'on va échapper à un carton jaune, un carton rouge? Pour faciliter précisément le retour dans la classe des moyens élèves, ceux qui sont aujourd'hui au fond de la classe. Et la France, hélas, je dis bien hélas, en fait partie. En 2024, nous avons tous décidé, France y compris, que pour ceux qui seraient au-dessus de 90% d'endettement, à 116%, la France y est, il y avait une obligation désormais, tous les ans, de baisser de 1 point de PIB son endettement, 1 point de PIB. Ça, on l'oublie dans les discussions d'aujourd'hui. Or, nous sommes à 116, donc au-delà des 90%. Donc, dans l'équation d'atterrissage de nos finances publiques, il faut en prendre compte. Et puis, il y a le fait aussi que, en 4 ans, c'est ce que la France a négocié avec Bruxelles, c'est-à-dire en 2029, il faut qu'on revienne sous la barre des 3%. Et pour ça, voyez-vous, François Bayrou avait fait le calcul pour tenir compte de ces 2 objectifs, qui sont les 2 objectifs sur lesquels la France s'est engagée, a mis sa signature. 2024. Mais il n'a pas réussi à faire de compromis. On n'est pas un pays de compromis, de coalition. Finalement, on n'arrive pas à emporter un Parlement. Est-ce que c'est de la faute de François Bayrou? Est-ce que c'est de la faute du Parlement? Est-ce que c'est de la faute des Français, au fond? Et c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Aujourd'hui, on peut très bien dire, voilà, une fois de plus, la France ne va pas tenir les objectifs et les engagements de l'Europe. Je souhaite vraiment que ce ne soit pas le cas, parce que si c'est le cas, voyez-vous, ce qu'on dit maintenant un peu en Europe, un peu partout, Madame de Camaret, et ça me fait vraiment du mal de le dire à votre micro aujourd'hui, parce que c'est notre pays, il regorge de qualité, d'innovation, d'entrepreneurs qui tiennent le pays aujourd'hui, de tous ceux qui travaillent aussi, de toutes celles qui travaillent, bien entendu. On dit qu'un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Eh bien, la France a cessé de compter. Justement, prenons un exemple. Sans budget adopté, on ne peut pas augmenter nos dépenses de défense vers les 5% de PIB qu'on a promis dans le cadre de l'OTAN. Quand le président Emmanuel Macron répète à l'envi que l'instabilité politique ne change rien à notre voix dans le monde et en Europe. Mais je le dis, il y a ceux qui
respecte encore une fois les traités qui fondent notre vivre ensemble, qui fondent la stabilité de notre projet, sa cohérence, sa dynamique, sa crédibilité même. Et puis il y a ceux qui s'en excluent. Et aujourd'hui, force est de constater, ancien ministre des Finances que je suis, que la France, parce que depuis 2013, tous les ans, l'Allemagne respecte ce traité. Tous les ans, la France ne le respecte pas. Donc voilà ce qui se passe. Donc si vous voulez, on ne peut pas continuer comme ça. D'abord, évidemment, pour l'équilibre de nos finances publiques, mais aussi parce que la voix de la France, je le répète, est nécessaire. Elle est nécessaire précisément au sein des 27. On est le deuxième pays, la deuxième économie de l'Union européenne, la 7e puissance économique mondiale. Vous le rappelez tout à l'heure, nous sommes le seul pays des 27 à avoir une architecture de sécurité complète, y compris avec l'arme nucléaire, qui est extrêmement important pour la dissuasion, par rapport à ce qui se passe évidemment à nos frontières à l'Est, et je pense bien entendu à l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine. Donc tout ça fait que nous sommes un pays qui est un grand pays, mais voilà, un grand pays doit aussi donner l'exemple sur ses finances publiques. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce n'est pas le cas. Alors si vous le voulez bien, Thierry Breton, remontons le fil d'une semaine européenne bien remplie pour une Europe fragilisée avec Isabelle Romero. Retour sur scène pour Andrej Babiš. Le parti nationaliste ANO de l'ex-premier ministre tchèque, cofondateur avec Viktor Orban du groupe parlementaire eurosceptique Patriotes pour l'Europe, est arrivé en tête des élections législatives avec 35% des voix. Andrej Babiš, au pouvoir entre 2017 et 2021, va-t-il signer la fin de l'engagement farouche de Prague en faveur de l'Ukraine et faire basculer son pays vers une attitude pro-Kremlin ? L'Europe est aussi fragilisée au cœur de son exécutif, avec une double motion de censure déposée au Parlement européen contre Ursula von der Leyen par les groupes qui siègent aux deux extrêmes de l'hémicycle. Les Patriotes pour l'Europe, que préside Jordan Bardella. Le pacte européen pour les migrations force les nations sous peine de sanctions financières à accueillir toujours plus de migrants dans nos communes. Et le groupe La Gauche, coprésidé par Manon Aubry. Vous avez laissé des dizaines de milliers de civils et d'enfants mourir sous les bombes israéliennes. Vous avez capitulé face à Donald Trump. Mais Ursula von der Leyen, chahutée, ne sera pas destituée. Aucune des motions n'a atteint la majorité des 2/3 pour être adoptée. Une commission qui se veut aussi offensive, en doublant les droits de douane sur les importations d'acier, qui seront portés de 25 à 50% afin de sauver nos aciéries et nos emplois, a annoncé le vice-président de la Commission, Stéphane Séjourné. Pour lutter contre une concurrence chinoise jugée déloyale, l'Europe va également réduire de moitié les quotas d'acier qui peuvent être importés sans droit de douane. Thierry Breton, vous avez déclaré à propos de la présidente de la Commission européenne, si elle fait face à un nombre aussi important de motions de censure, on ne peut pas dire que ça soit simplement une question de malchance, c'est une question de quoi ? Les motions de censure, évidemment, c'est le Parlement qui est libre de faire ce qu'il veut. Le Parlement européen n'utilise que assez rarement, finalement, cet instrument. Il traduit la fragmentation, y compris au Parlement européen. Aujourd'hui, le socle sur lequel repose la coalition qui soutient la Commission, et donc sa présidente, est un socle qui est assez fragile. Plus fragile que quand vous étiez commissaire vous-même Beaucoup plus fragile, parce que, encore une fois, vous avez le PPE, qui est le premier parti, mais qui n'est pas un premier parti de très peu. Hein. Le PPE donne le sentiment toujours qu'il est de très très loin le premier parti. Non, avec 22% des députés, on ne dirige pas un continent avec uniquement 22% des députés. Il y a aussi, bien sûr, les centristes de Renew, et puis il y a enfin les socialistes ou les sociaux-démocrates. Vous appelez à une coalition au centre solide. Elle existe, c'est celle qui a porté évidemment la Commission et qui la soutient. De très peu, je le rappelle. Donc c'est une coalition qui est assez fragile. Et donc évidemment, plus elle est fragile, plus les extrêmes, ceux qui sont à l'extrême droite ou ceux qui sont à l'extrême gauche, vont vouloir enfoncer des coups de boutoir. Et donc ça veut dire que les trois partis qui soutiennent cette coalition doivent démontrer, je dirais, une cohésion à toute épreuve. Et ça n'est pas le cas. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les deux qui sont le SND, les sociaux-démocrates et les Renew, eh bien, ils se plaignent du fait que, par moment, celui qui est à droite ou au centre-droit, c'est-à-dire le PPE, il oscille un peu des fois. Il vote contre des textes écologiques avec l'extrême droite. Et ça, il faut vraiment mettre en garde contre ce type d'attitude qui, à un moment, risque précisément, sous ces coups de boutoir, tout simplement, non seulement de fragiliser, mais de faire tomber la Commission. Donc on est dans un moment qui est un moment très singulier, donc c'est pas le hasard. Ça doit rappeler à tout le monde ses responsabilités. On est effectivement dans un moment où le leadership est absolument indispensable. Le leadership, je parle évidemment du leadership européen. On le voit, l'Europe aujourd'hui est attaquée
clairement attaqués. Évidemment, à l'Est, on le sait, Vladimir Poutine fait tout pour nous fragiliser, mais aussi à l'Ouest désormais, puisque nos alliés américains, on sait qu'aujourd'hui, Donald Trump n'aime pas le projet européen. Il faut donc du leadership. L'une de ces motions de censure, celle de la gauche, critiquait la déclaration commune signée par Donald Trump et Ursula von der Leyen le 21 août, censée régler le conflit commercial entre Washington et Bruxelles en acceptant des droits de douane unilatéraux de 15%. Alors aujourd'hui, effectivement, Donald Trump parle de taxer les médicaments encore plus, donc on y échapperait. Est-ce que rétrospectivement, c'est un bon ou un mauvais accord selon vous? Pour les entreprises européennes et pour nous, c'est un très mauvais accord, c'est une évidence. Le droit de douane moyen aujourd'hui au Canada et au Mexique, entre le Mexique et les États-Unis et le Canada et les États-Unis, c'est en dessous de 4%. Donc pourquoi ? Parce qu'il y avait évidemment un accord de libre-échange. Celui-ci devait être remis en cause. Eh bien parce que les chefs d'État ont été extrêmement fermes, il n'a pas été. Et donc on a aujourd'hui, je dirais, quelque chose qui est acceptable. Pour nous, c'est 15%. Mais la contrepartie, c'est que nous avons trois éléments. D'abord que nous baissions, nous, à zéro nos droits de douane de tous les produits qui partent des États-Unis et qui viennent en Europe. Donc c'est une zone de libre-échange unique. À l'envers, eux, ils vont exporter sur le monde entier, et en particulier sur le premier marché économique mondial, l'Europe, avec zéro droit de douane. Ah bon? Et nous 15? Je ne comprends pas pourquoi. Mais je rajoute qu'il faut qu'en plus, pour bénéficier de ce prix d'amis, entre guillemets, nous devions nous engager sur les 3 ans qui viennent à acheter pour 750 milliards d'hydrocarbures aux États-Unis. Je ne sais pas comment on va faire, on en achète aujourd'hui 67 milliards. Et en plus, aujourd'hui, il y a 300 milliards par an d'euros qui vont s'investir de l'épargne européenne aux États-Unis. Et dans l'accord qui a été acté sur ce terrain de golf, c'est maintenant 500 milliards par an. Ça veut dire que l'épargne des Européens doit aussi soutenir l'économie américaine. Voilà, donc est-ce que c'est un bon accord? Je laisse les téléspectateurs juger. Donald Trump qui revient à la charge pour réclamer des exemptions dans plusieurs législations clés pour l'Union européenne. Toutes les législations environnementales, de régulation sur les entreprises et celles qui encadrent les géants du numérique. Alors là, encore une fois, les régulations, ce ne sont pas des éléments qui sont faits par des petits hommes gris de Bruxelles. Ça a été voté par nos co-législateurs, c'est-à-dire par notre démocratie européenne. Prenez l'exemple de la régulation du numérique. Ça a été voté par plus de 90% des députés européens et 100% des États membres. Alors ça voudrait dire qu'on a pensé que, OK, on acceptait, il faut bien appeler, beaucoup d'observateurs dont vous êtes, ont qualifié cet accord comme un peu humiliant. Certains ont même dit que c'était une humiliation, mais on s'est dit, bon, OK, va pour l'humiliation, pour peu qu'on ait la stabilité. On se rend compte qu'on a l'humiliation et qu'on a aussi l'instabilité, parce qu'au fond, maintenant, ce sont nos lois qui sont attaquées, qui sont là pour protéger nos enfants, protéger nos concitoyens, protéger notre démocratie, protéger nos entreprises. Ou alors, il n'y a plus d'Europe. Votre successeur français à l'industrie dans l'exécutif européen, Stéphane Séjourné, a annoncé des droits de douane relevés de 50% au lieu de 25% auparavant sur les aciers importés, même niveau que celui imposé et maintenu par Donald Trump sur les importations par les États-Unis, mais aussi par le Canada. Est-ce que ça va protéger la sidérurgie européenne ou ça peut être contre-productif et énerver les Chinois? D'abord, c'est très important, parce qu'encore une fois, c'est un secteur qui est à la fois stratégique, mais qui, comme beaucoup de secteurs aujourd'hui, est attaqué. Désormais, on est dans des logiques, hélas, je suis le premier à le regretter, de rapport de force. Le monde des bisounours, où finalement nous avons cru être pendant 20 ans, il est derrière nous. Pour nous, il faut vraiment que nous montrions notre force sur le marché intérieur, faute de quoi on sait qu'on a des surplus absolument massifs en Chine. On parlait à l'instant de l'aluminium ou de l'acier, mais c'est vrai dans tellement de secteurs. Prenez le secteur de l'industrie automobile, prenez le secteur des panneaux photovoltaïques. Donc la fermeté, ça marche aussi. Il ne faut pas le faire évidemment de façon hégémonique. On n'est pas là pour l'escalade, bien entendu, surtout par nous, Européens. Mais enfin, il y a un moment où il faut dire stop, c'est assez, enough is enough. Le prix Nobel de la paix a finalement été attribué à une Vénézuélienne défenseuse des droits de la femme, d'ailleurs, dans ce pays, et non pas à Donald Trump, qui le réclamait ardemment, et en particulier juste après la mise en œuvre d'un plan de paix pour Gaza. Est-ce que vous regrettez que ce ne soit pas le président américain? Personne ne peut interférer dans le choix donc, des prix Nobel, on le sait. Ils sont du reste très jaloux de la façon dont ils prennent leurs décisions. Voilà, donc c'est ce qui fait que finalement, cette distinction, qui est importante pour nous dans l'humanité, dans les sciences, dans la littérature, mais aussi pour la paix, cette distinction est crédible. Voilà, donc certains vont peut-être s'étonner que le président Trump, qui est en
place uniquement, je le rappelle, que depuis le 20 janvier, donc dans sa qualité de président des États-Unis, n'en est pas été le récipiendaire. On verra bien ce qui se passera l'année prochaine. Bien entendu, sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qui est un cessez-le-feu, je le rappelle, ce n'est pas encore, malheureusement, on voudrait tous que ce soit la paix. C'est un cessez-le-feu, il faut évidemment s'en réjouir, on s'en réjouit tous. D'abord pour les familles des otages, en vous en parlant, on est comme tous, on a presque la chair de poule. Ça clôt, je dirais, cette phase absolument tragique. Je dis tragique d'abord par rapport à ce qui s'est passé en Israël, et puis cette phase tragique aussi par rapport à ce qui s'est passé pour les près de 70 000 victimes donc, à Gaza. Donc maintenant, ça y est, on a clos cette phase, c'est donc bien, il va falloir rentrer dans la deuxième phase, et il faut s'en féliciter encore une fois. Je crois qu'on peut clairement en féliciter, parce que, notamment le président des États-Unis, parce que ça nous démontre ce que l'on sait depuis toujours, c'est qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait vraiment peser de tout son poids pour imposer un cessez-le-feu et le retour des otages. Cette personne s'appelle Donald Trump. Certains, du reste, se demandent pourquoi ceci n'a pas été fait avant. On n'est pas à la paix en Ukraine. On est en soutien, les Européens, de l'Ukraine pour repousser les Russes, et on le paye par une campagne de drones. Et on veut construire un mur de drones. Vous étiez commissaire, je le rappelle, Thierry Breton, à l'industrie. Un mur de drones, parce qu'on est assez désarmé contre ces petits engins. Oui et non. Alors là encore, Emmanuel Macron, mais aussi le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que la première ministre italienne Giorgia Meloni l'ont dit, c'est pas un mur de drones, ça n'a pas de sens de faire un mur de drones. Les drones, ils peuvent traverser les frontières, mais ils sont pour beaucoup d'entre eux envoyés aussi directement des États membres, d'un camion, d'une camionnette, sur ces espaces dits contestés. C'est l'espace maritime, c'est l'espace aérien, c'est l'espace cyber et c'est le spatial. Avec l'ensemble des États membres, nous avons travaillé, et c'était l'initiative de Josep Borrell, à une boussole stratégique. Et dans ces objectifs communs, il y avait donc le fait qu'il fallait des infrastructures, des équipements pour nous protéger en commun dans ces 4 espaces, y compris l'espace aérien, avec évidemment une dimension de missiles, mais aussi une dimension de drone. Donc tout ceci existe. Il ne faut pas réinventer la roue. Ce n'est pas une ligne Maginot. Quand on a 3000 km de frontières, ça ne marche pas. Il faut regarder ce que l'histoire nous apprend. En revanche, c'est une démarche globale qu'il faut avoir. Les outils sont là, les instruments sont là. Il faut maintenant la mettre en musique de façon collective. Merci Thierry Breton d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes.